Il est sorti ici le matin, il m'a dit qu'il partait au travail. Lorsqu'il est parti à l'Assemblée, il m'a appelé, il dit je suis venu au boulot, mais j'ai reçu des militaires qui m'ont pris sans convocation. Ils m'ont envoyé au PJ à côté de Yansdi. J'ai dit mais pourquoi? Il dit qu'ils ne m'ont pas encore dit le motif pourquoi je suis là. Maintenant je me suis déplacé, parti là-bas, mais il n'y avait pas l'accès. Il ne me donnait pas le temps de le voir. Après 2 à 3 jours, j'étais assise là. C'est sur les grandes gueules que j'ai appris qu'on les transféré à la maison centrale avec le monsieur qui est quitté en Europe et il était invité ce jour sur l'espace. Les 3 plus son petit, on les a transférés. Chaque fois que je partais, on me disait je n'avais pas l'accès de voir mon mari. C'est entre-temps, comme j'insistais à chaque fois que je partais là-bas, je pleurais, j'appelais. Ils m'ont dit sauf que je pars à la justice. Il y a un papier là-bas que je prends pour que je puisse voir mon mari. Et ça fait au moins, ça trouvait que ça fait au moins 4 mois de cela. Je n'avais pas de ses nouvelles. Je ne peux pas le voir. On ne peut pas communiquer. Je ne sais pas il vit ou pas, comment on le maltraite, qu'est-ce qu'il mange. Je ne connais pas. Maintenant, je suis partie à la justice à 7 h. 7 h m'a trouvé à la justice de Dixine. Tribunal de Dixine. J'ai passé toute une journée là-bas. Lorsque j'ai eu l'accès de voir le procureur, il a dit qu'il ne peut pas me délivrer des papiers qui n'est pas autorisé. Roger Bamba était incarcéré depuis le 6 septembre 2020. Répondant à l'appel de quelques cadres du régime complotiste, il est tombé dans leur piège sans jamais imaginer ce qui l'attendait. Un complot savamment préparé et qui aura eu raison de lui, plongeant sa famille et sa formation politique dans la tristesse et l'amertume. Aujourd'hui, le FDG pleure. Un militant dévoué et désintéressé, innocent. On lui a dit d'aller voir le secrétaire général de l'Assemblée nationale, partant que c'est une mission. Parce qu'il est employé de l'Assemblée. Bien sûr, lorsqu'en 2013, on a dit à l'FDG qui venait d'avoir un groupe parlementaire que vous pouvez engager 3 ou 4 personnes. On a mis, bien sûr, Roger parmi la liste de 3 ou 4 personnes qui ont été engagées comme agents de service à l'Assemblée nationale. Convoqué par le secrétaire général de l'Assemblée, disponible, pensant que c'est pour lui confier une petite mission, une commission, il s'est présenté. Et bien, le monsieur a appelé la police. On a procédé à l'arrestation arbitraire de Bamba. Lansana Kouyaté, cela a toujours été comme ça depuis 2010. Ce n'est pas un fait nouveau. Nous voulons un pays normal, là où la justice est saisie et que la sentence puisse intervenir. Ce n'est pas le cas en Guinée. Pour le décès de Roger Bamba et autres, la justice n'a apporté que l'obscurité au lieu de la lumière. Heure de Conakry, lorsque l'avion transportant le président Cellou Dalein Diallo a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bessia. Les partisans de l'alternance sont venus en grand nombre pour accueillir leur leader. De l'aéroport à son domicile de Dixine, en passant par Bambeto et Amdalaï, il était difficile de se frayer un passage. Militants, sympathisants et autres curieux, arborant la plupart les couleurs du parti, le vert et blanc, ont réservé un accueil triomphal à leur champion. Une véritable marée humaine décorait les artères sillonnées pour la circonstance. Les militants et sympathisants du parti sont fermes. Ils sont déterminés à conduire Cellou à la magistrature suprême du pays.
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. 2010 n'est pas 2020. L'histoire ne va pas se reproduire. Je suis doublement triste. J'ai la tristesse de perdre un ami fidèle et loyal. Je suis triste de perdre un militant dévoué et qui n'a rien ménagé pour l'animation du parti, pour la défense de ses valeurs et de son président. À 3 semaines de l'élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo n'a qu'un seul objectif, battre Alpha Condé dans les urnes en l'empêchant de briguer un 3e mandat. L'opposant, candidat pour la 3e fois, affirme que le pouvoir est en train de frauder pour s'octroyer la victoire. Il affirme aussi que la CENI, la commission électorale chargée de proclamer les résultats, est inféodée au pouvoir. Comment alors avons-nous fait pour avoir des résultats rapidement avant que la CENI elle-même se dise disposer des données? Tout d'abord, la commission électorale de l'UFDG a mis en place un logiciel qui nous a été fait par une société française, et on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, qui est basé en France et dont les bases de données sont sur le cloud. Merci. Ça nous a permis et renforcé dans l'idée que nous devrions avoir 32 000 délégués, un délégué titulaire et un suppléant en cas de défaillance, sur l'ensemble des bureaux de vote. Ça veut dire que sur les 15 000 bureaux de vote, nous avions des délégués et chaque délégué était muni d'un téléphone qui est capable d'envoyer un SMS. Une fois que les dépouillements sont faits, les répartitions effectuées, si la personne a la possibilité de photographier le procès verbal, il le fait. Au cas échéant, il saisit un format de fichier les résultats et les envoie dans notre système. Ces données sont récupérées au niveau des sous-préfectures. On en a 340 sous-préfectures au niveau desquelles on a déployé des valideurs. Ceux-là, ils reçoivent les données remontées par les bureaux de vote de district. Ils vérifient la cohérence des données en conformité avec les procès-verbaux qui sont collectés et décident que les données sont conformes et valident la donnée. Et la donnée est vue par le responsable préfectoral au niveau des CACV. Là aussi, nous avons un deuxième niveau de validation qui vérifie, après avoir collecté les données, lui aussi il reçoit, il vérifie que les données qui sont validées au niveau des sous-préfectures est bien conforme au procès verbal dont il détient. Ensuite, il valide et c'est à ce moment seulement, au niveau de la direction nationale, nous recevons la donnée consolidée. Ça, c'est la procédure et le système qui a été mis en place dès le départ. Ce qui veut dire que dès qu'on a eu le dernier résultat du bureau de vote, nous avons eu les validations de près de 80%. Et vu que les 20% qui restaient ne pouvaient pas modifier le résultat, même s'ils allaient pour un seul candidat, Alpha Condé, nous étions donc fondés sur la base de ces résultats, issus des bureaux de vote. Donc plus de 70% étaient validés sur PV. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux, c'est Kankan. Pour les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kerouané et Kankan. Ils ont refusé systématiquement de remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçu, qui donnait injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de bureau de vote à chaque candidat. C'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs avec un contenu clair qui a été remis au bureau de vote et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous sommes fondés pour annoncer notre victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Cependant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans les CACV sont surpris, nous pas. Parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Ça veut dire quoi?
qu'entre le procès verbal, entre la remise du procès verbal, et c'est pour ça qu'eux, ils retardent la CENI. À Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Condé qu'ils sont en train d'inverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam le lundi, vérifiez les résultats et c'est ce que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change ou on altère des données. Cette étape a été rendue nécessaire juste pour permettre une réduction des paperasses qui doivent être déposées à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux, c'est le procès verbal de la CACV qui agrège les procès verbaux des bureaux de vote qui doivent être transmis. Comme ça, au lieu que la Cour constitutionnelle en envoie 15 000 procès verbaux, il va recevoir juste 38 procès verbaux de synthèse qui lui permettront de statuer parce que ces procès verbaux rapportent non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves des différents candidats qui sont mentionnés sur les procès verbaux du bureau de vote. Au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Sans attendre les résultats officiels de la commission électorale, Cellou Dalein Diallo s'est attribué la victoire à la présidentielle guinéenne lundi 19 octobre. L'opposant, candidat pour la troisième fois, affirme que le pouvoir est en train de frauder pour s'octroyer la victoire. Il affirme aussi que la CENI, la commission électorale chargée de proclamer les résultats, est inféodée au pouvoir. La CENI, elle, conteste l'annonce de Cellou Dalein Diallo. La commission électorale... Pour la CENI, que ce soit pour Cellou Dalein, que ce soit pour n'importe quel candidat qui s'autoproclame vainqueur, c'est nul et nul est fait. La CENI attend des résultats qui viennent de la commission administrative de centralisation des votes. Cellou Dalein Diallo, 68 ans, est un ancien Premier ministre et ex-gouverneur de la Banque centrale guinéenne. Candidat malheureux à la présidentielle en 2010 puis 2015, il n'a eu de cesse d'accuser son adversaire, le président sortant Alpha Condé, de fraude électorale. Alpha Condé, 82 ans, cristallise depuis des mois la colère d'une partie de la population. Il a pu se présenter à un troisième mandat grâce à l'adoption d'une nouvelle constitution à l'issue d'un référendum boycotté par l'opposition. Depuis le début de la mobilisation anti-Condé, des dizaines de personnes ont été tuées. Lorsque j'ai eu l'accès de voir le procureur, il a dit qu'il ne peut pas me délivrer des papiers qui n'est pas autorisé. Je me suis couché en bas de lui, j'ai pleuré. Vous-même vous croyez. Vous voyez l'amour qu'il y a entre la femme et son mari. Vous voyez le bébé que je détiens, ça fait plus de 5 mois, il ne voit pas son mari. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que je traverse à l'heure là. Vous-même vous voyez la conjoncture de la Guinée à l'heure là, tout est dur. Et pourtant, c'est mon mari qui s'occupait de moi, de tout. Maintenant, les gens viennent plaider. Il m'a fait un papier. Sur le papier, c'était mardi et jeudi que je devais voir mon mari. Là, il m'a donné le papier jusqu'à 15 heures. J'ai passé toute une journée. C'est à 15 heures que je suis rentrée en position du papier. Maintenant, le lendemain, je suis partie à la maison Saint-Al. Quand je suis partie, j'ai vu mon mari. Quand je l'ai vu, je l'ai regardé. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en pas ici? On te dit quoi? C'est que vous m'ont fait comprendre que j'ai échangé de messages avec un jeune, que c'est le jeune qui a porté plainte contre moi. Mais depuis que je suis venue, il n'a jamais vu le jeune. Mais ce qu'on lui a fait comprendre qu'il a échangé des textos sur Messenger avec un jeune, raison pour laquelle il a été arrêté. Ce jour, je me suis vue avec les Ousmane Gawal, les Chérif Ba, Fonike Mengue. Ils étaient là dans la cour en train de se coiffer. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je me suis retournée. C'est un jour que je pars. Maintenant, c'est hier, vers les 17 h. Un numéro inconnu qui m'a appelé. Parce que j'ai que temps pour le voir que les mardis et les jeudis. Si ce n'est pas ça, ils n'acceptent pas. Même tu envoies le manger, ils te disent non, que tu ne peux pas lui donner. Mais c'est eux qui doivent les nourrir. Maintenant, hier, vers les 17 h, j'ai reçu un appel inconnu. Il me dit, c'est Madame Bamba. Je dis, c'est oui. Il dit, votre mari est malade. On lui a envoyé à Niassi. J'ai pris la moto, je suis partie. Lorsque je partais même, la moto m'a... Tellement que j'avais le corps chaud, je suis même tombée avec le motard. Quand je suis partie à Niassi,
Il était gardé de sorte que les militaires ne me donnaient même pas le temps de voir mon propre mari. Quand je suis venue, je l'ai regardé. J'ai dit, Roger, c'est depuis quand tu es tombé malade? Son ventre est ballonné. Quand tu vas son ventre, tu ne peux même pas savoir que c'est un être humain. Il dit, mais mardi, je t'ai vu, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi. Il dit, non, c'est hier seulement je sentais les maux de cœur et les maux de reins. C'est mes reins qui me font mal et mon dos, mon ventre me fait très mal. Et là, ils m'ont dit, va au laboratoire, tu vas aller prendre les papiers. Je suis allée, j'ai pris. Le docteur est venu, il m'a dit qu'il n'a pas de sang. Qu'il n'a pas de sang, je n'ai pas de moyens. Je suis diplômée sans emploi. Mes parents sont à Zérékori, il n'y a personne. J'ai appelé la femme de Dalai. J'ai dit, regarde, mon mari est malade, il a abandonné ici. Et le corps à bien ne veut même pas que je le touche. Mais on me dit qu'il n'y a pas de sang. Il me dit, ah ouais, je vais envoyer un jeune. Tu vas partir avec lui, vous allez acheter le sang. Nous sommes partis, on a acheté. Quand je suis venu à ISD, quand tu vois son corps, on dirait quelqu'un qui utilisait les produits. Quoi. Tout ton corps était devenu maintenant jaune. C'était plus noir, c'est jaune, son ventre là, ballonné. Il me dit, pourquoi tu n'as pas envoyé l'enfant? Je dis, mais l'état que tu m'as appelé, je ne pouvais pas mettre l'enfant sur mon dos envoyer ici. Je dis, mais Roger, dis-moi, tu as mangé quoi? Il dit, ah, je n'ai rien mangé. C'est mon ventre et mon dos là. Je sens la douleur, surtout mon dos me fait très mal. Maintenant, jusqu'à la nuit, j'ai appelé l'infirmier. L'infirmier me dit, ah, le sang que vous avez envoyé, c'est coagulé. Il faut qu'on mette après 1 heure. Si ça serait un peu chaud, je vais placer. J'ai dit, mais il se plaint trop de la douleur. Quelques minutes après, il m'a regardé. Il dit, va, tu m'achètes de la glace. Ce n'est plus mon dos ni mon ventre. Mais c'est mon corps là qui est chaud maintenant. Envoie la glace, tu mets sur mon corps. Il faut masser ma tête. Ma tête aussi, c'est chaud. J'ai dit, mais Roger, dis-moi. Ce qui était dans ton ventre, comment dans 1 heure de temps, ça montait encore sur ton corps. Le militaire qui était là-bas, il me dit, madame, et nous on a faim, donne-nous de l'argent, on va manger. Je dis, là vous me voyez, je suis seule ici, il n'y a personne. Comme ils ont insisté, je les ai donné 20 000. Les militaires? Les militaires, je les ai donné 20 000. Maintenant quand je veux rentrer, le docteur me dit, non, sors. Il faut que je le visite, sors là-bas, sors. Je suis restée dehors, maintenant il a crié. Il dit, viens, je te dis de venir. Je suis rentrée, il dit, il y a quoi? C'est mon corps là, je ne peux plus. Mon corps est chaud. Son ventre est ballonné. On dirait quelqu'un qui a fait au moins 1 semaine dans une maladie. À 0 heure, il a rendu l'âme. Mais je me remets dans la main de Dieu. Si seulement si Dieu est là. Dieu est là pour les hommes, pour les pauvres. Je veux que Dieu fasse la justice pour moi. Parce que je sais. Il y a eu beaucoup de morts en Guinée sans justice. Je sais que mon mari n'aura pas de justice sur cette tête. Mais demain à l'au-delà, mon mari aura la justice. Roger Bamba, qui laisse derrière lui une veuve et 2 petits garçons, meurt dans l'indifférence totale des autorités pour une infraction inexistante et pour laquelle il ne sera jamais jugé. Repos éternel à ce martyr de la démocratie et homme de conviction qui s'est entièrement dévoué à la cause de l'Union des forces démocratiques de Guinée et de ses nobles idéaux. Je suis surtout triste de savoir que mon ami est mort en prison faute de soins. Je suis triste de savoir qu'il a été arrêté arbitrairement, sans avoir commis la moindre faute, simplement parce qu'il est un activiste reconnu et connu et reconnu de l'UFDG. Depuis septembre, il était en train de croupir à la maison centrale, dans une cellule de 7 mètres carrés avec 9 autres personnes. Depuis 2 semaines, il était malade. Il a demandé à être soigné, il ne l'a pas obtenu. C'est ça qui me rend triste pour notre pays.
pour moi-même, pour le parti. C'est lorsqu'ils sont sentis qu'il était sur le point de mourir, comme ils n'aiment pas que les gens meurent en prison, qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et il est mort quelques heures après avoir été transféré à Ignasti. Ma lecture est que jamais on ne saura la vérité sur ces prisonniers politiques décédés. Or, un seul mort est un mort de trop. Question, du respect de la devise guinéenne travail, justice, solidarité? Lansana Kouyaté, le pouvoir doit penser à ce peuple. Penser que ce peuple a besoin de liberté, de solidarité. On oublie que la justice est le deuxième mot-clé dans notre devise. C'est le travail, justice, solidarité. La Guinée a besoin de travail, il faut réfléchir sur comment les Guinéens peuvent se mettre au travail et que le pouvoir puisse s'éloigner de l'injustice quotidienne qui s'exerce sur ceux qui sont aux antipodes des pratiques du gouvernement. La vie appartient à Dieu. Nous sommes tous conscients que nous allons mourir, que nous allons être rappelés à Dieu. Mais les circonstances dans lesquelles Bamba a été quasiment assassiné nous affligent davantage. Je voudrais présenter à son épouse, à ses frères et sœurs, à sa famille, aux notables de Lola ici présents, les condoléances de l'UFDG. Nous sommes tristes. Bamba était respecté, aimé au sein de l'UFDG. C'est tout le parti qui est aujourd'hui en deuil. Je reçois des messages du monde entier. Parce qu'on était si proches. Donc je vais prier son épouse, parce que je sais qu'elle est croyante comme moi, que nous joignons nos prières tous à celles de nombreux admirateurs de Bamba pour le repos de son âme. Nous allons nous concerter, parce que Bamba nous appartient tous, avec la famille, pour organiser ensemble ces obsèques dans les meilleures conditions, parce que les militants de l'UFDG ont envie de lui rendre hommage.
L'UFDG a subi beaucoup de violence, mais il n'y a pas une autre solution que le pardon et la réconciliation. Il n'y aura pas de représailles, parce que les représailles sont source d'injustice qui demanderont à être tranchées. Il faudra simplement qu'on fasse le discernement entre le bien et le mal, et qu'on dise que le bien est bien et que le mal est mal. Et qu'on s'engage tous, au terme de nos prières, de la semaine de prière et de jeûne, de ne plus faire du mal. C'est lorsque les autorités politiques sont tordues qu'ils instrumentalisent les forces de défense et de sécurité pour essayer pour atteindre leurs objectifs politiciens. Nos frères en tenue seront formés, équipés davantage, payés davantage pour faire leur mission, leur rôle, uniquement leur rôle, celui de protéger et ne jamais tuer un Guinéen. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Et lorsqu'il y a une bavure policière, à partir de ce pardon, des enquêtes seront menées et tous ceux qui se rendront coupables de meurtre volontaire ou involontaire seront traduits devant le tribunal. Mais pour le passé, où il y a eu beaucoup de violence, il faudra qu'on se fasse violence s'il y a lieu, pour qu'on accepte, parce que nous sommes des croyants, de pardonner et que la Guinée prenne le chemin de la tolérance, de la confiance, de l'unité dans la fraternité.